Vous avez l'air d'un homme qui a une idée. J'espère qu'elle est scalable. Jean-Claude bomba le torse. Oh oui, Jean-Guy, c'est plus que scalable. C'est une révolution. J'ai mis le week-end à profit. J'ai suivi des plans trouvés sur le web. C'est à la portée d'un enfant. Hervé émit un grognement qui ressemblait à un rire étranglé. La dernière fois que tu as dit ça, tu as inondé la salle de repos en essayant de construire une fontaine à chocolat intelligente. On a dû appeler les pompiers. Des détails balayage Jean-Claude d'un geste de la main. Cette fois, c'est différent, c'est technologique, c'est le futur. Il posa son Tupperware sur le comptoir à côté de la machine à café avec un claque sonore. Le couvercle était opaque. Le mystère, aussi insoutenable que l'attente du prochain versement de salaire, planait dans l'air saturé de caféine et de regrets. La semaine ne faisait que commencer, mais elle promettait déjà d'être, comme on disait à l'époque, de la balle. Chapitre 2. L'engine détonnant programmable, à base de cacao. Jean-Claude, savourant son moment, attendit que Jean-Guy ait fini de sucrer son café avec une précision chirurgicale avant de prendre la parole. Son ton était celui d'un conférencier TED avant l'heure, empreint d'une gravité qui contrastait violemment avec la banalité du décor. « Messieurs, commença-t-il, son regard balayant l'audience composée d'un cynique et d'un manager adepte du jargon. Vous avez devant vous non pas un simple objet, mais un concept, un modèle unique. » Hervé sirota son café, un rictus au coin des lèvres. « Qu'est-ce que tu nous as encore inventé? Le cake électronique, le micro-ondes extra plat, ou peut être le grille-pain qui tweet? Ah non, pardon, Twitter n'existe pas encore, dommage. » Ne rigolez pas, dit Jean-Claude avec un sérieux papal. Plans, matériaux, tout a été fourni par le web. C'était pour des clopinettes. La connaissance est libre, mes amis. C'est la beauté de l'an 2001. Il parlait d'Internet avec la ferveur d'un prophète décrivant la terre promise. Une utopie numérique où chaque imbécile pouvait se sentir l'égal d'un ingénieur du MIT. Il retira le couvercle du Tupperware. À l'intérieur reposait un assemblage hétéroclite de fils, d'une vieille horloge de cuisine, d'une batterie de voiture télécommandée et d'une boîte de conserve. Le tout était maintenu par une quantité impressionnante de rubans adhésifs. Jean-Guy plissa les yeux. C'est artistique, convenant. Mais quel est son core business? Ceci, annonça Jean-Claude avec une pause dramatique, est un engin détonnant programmable. Un silence tomba, seulement perturbé par le ronronnement d'un ventilateur d'ordinateur. Hervé posa lentement sa tasse. « Une bombe, quoi? » traduisit-il, le ton plat. « Une bombarderie de l'esprit, » corrigea Jean-Claude. « Je l'ai juste construit pour voir si c'était possible. » Eh bien, ça l'est. Jean-Guy semblait perplexe, oscillant entre l'admiration pour l'initiative, un mot qu'il adorait, et la terreur face aux implications légales. Une bombe. Au bureau? Convenant, est-ce que cela respecte la charte éthique de l'entreprise? Hervé éclata d'un rire sec. La charte éthique, Jean-Guy, on parle d'un type qui a déclaré un repas chez Flunch en note de frais sous l'intitulé dîner de gala avec des investisseurs japonais. La charte éthique a demandé le divorce il y a longtemps. La situation bascula de l'absurde au critique lorsque Jean-Claude ajouta, comme un détail sans importance. Et le plus beau, c'est qu'elle est en marche. Je l'ai programmée en arrivant. Les yeux de Jean-Guy s'arrondirent. En marche? Qu'est-ce que ça veut dire, en marche? Ça veut dire qu'elle est active, expliqua Jean-Claude, visiblement ravi de son effet. Théoriquement, ça ne peut pas péter avant 53 minutes. Théoriquement? Hurla presque Hervé. Mais pourquoi tu fais ça ici? Pourquoi tu fais pas ça tranquillement dans ton garage le dimanche? Pourquoi tu viens nous faire chier, là? La panique qui s'empara d'eux n'était pas la panique pure et viscérale de la mort imminente. C'était une panique d'entreprise, une peur froide et bureaucratique. La première pensée d'Hervé ne fut pas pour sa vie, mais pour les conséquences. On a mis nos empreintes partout. On l'a touché. Si ça pète, on est complice. La culture de l'entreprise, axée sur l'évitement du risque et le transfert de la responsabilité, venait de rencontrer son incarnation ultime. Une bombe artisanale à côté de la machine à café. Jean-Claude, voyant leur angoisse, tenta de les rassurer. « Pas de panique, je l'ai bourré de poudre de cacao. Dieu merci, je n'ai pas trouvé de poudre à canon sur e-commerce-facile.f. Au pire, si jamais elle explose, c'est bon pour refaire toutes les peintures et ça sentira bon le chocolat. » Simon, cette révélation ne calma personne. L'idée de mourir dans une explosion de chocolat en poudre un lundi matin était, si possible, encore plus humiliante que de mourir dans une vraie explosion.
Hervé se massa les tempes. Alors je résume, tu fabriques une bombe artisanale pour de rire, tu la mets en marche, tu la bourres de Nesquik, et maintenant tu nous demandes de t'aider à la désamorcer. C'est ça? Exactement, dit Jean-Claude. J'ai besoin qu'on me la tienne. Pour la désamorcer, il faut passer par en dessous et je ne peux pas la retourner tout seul. Hervé le dévisagea longuement. Puis il articula lentement chaque mot chargé de mépris. Tu n'as même pas d'idéal. Tu es une merde. C'était peu être la critique la plus profonde et la plus sincère jamais formulée dans ses bureaux, une observation sur le vide existentiel de leur travail, ou même la fabrication d'une bombe devenait un projet sans but, une simple distraction pour combler le vide d'une vie passée à optimiser des tableurs Excel. C'était la crise de la génération Y avant même que le terme ne soit à la mode, la quête de sens qui aboutissait à un engin explosif au cacao. Chapitre 3. Le désamorçage le plus nul de l'histoire. Le trio improbable se retrouva donc figé devant le Tupperware de la mort, engagé dans une parodie de film d'action à petit budget. Jean-Claude, le créateur incompétent, Jean-Guy, le manager paralysé par la peur du blâme, et Hervé, le commentateur cynique qui refusait de participer tout en ne pouvant s'empêcher de regarder. « Je suis cadre commercial, moi, pas démineur, » protesta Hervé, reculant d'un pas prudent. « Mes compétences se limitent à convaincre des gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Ça ne m'a pas préparé à négocier avec une boîte de conserve pleine de chocolat. » « Tenez-la en l'air et puis c'est tout, » supplia Jean-Claude, les mains tremblantes alors qu'il sortait un tournevis de sa poche. « Ça craint rien, je vous dis. » Hervé laissa échapper un rire sans joie. « Ça craint rien, tu penses? On va finir à la morgue, les yeux crevés, les doigts arrachés, avec une odeur de petit déjeuner. Quelle fin pathétique. » Pause. Jean-Guy, blême, essayait de formuler une phrase de manager. « Équipe, nous devons penser out of the box pour résoudre ce challenge. Convenant, quel est le protocole de désescalade? Le protocole, c'est que tu la tiens et que je dévisse le fil rouge, s'impatienta Jean-Claude. Il y a toujours un fil rouge, marmonna Hervé. C'est d'un cliché. Sous la pression, Jean-Guy finit par céder. Avec la délicatesse d'un homme désamorçant une vraie mine, il souleva l'engin. Ses mains moites glissaient sur le plastique. Jean-Claude se pencha en dessous, son tournevis pointé vers un enchevêtrement de câbles multicolores. « Ta gueule, Hervé, je me concentre », lâcha Jean-Claude, le front perlant de sueur. « Il a dit ta gueule », nota Hervé, à l'adresse de Jean-Guy. « C'est la première fois qu'il fait preuve d'autorité. C'est presque émouvant. »« 10 secondes » cria Jean-Claude. « Arrête de dire 10 secondes, tu dis ça depuis le début » paniqua Jean-Guy, l'engin vibrant légèrement dans ses mains. « C'est pour la pression, ça m'aide à réfléchir. 5 secondes. » La tension était à son comble. Hervé, malgré lui, retenait son souffle. Jean-Guy ferma les yeux, s'attendant à être projeté contre le mur dans un nuage de cacao et de regrets. Jean-Claude trifouillait frénétiquement les fils. « Merde, hurra-t-il. Un silence de mort s'installa. Jean-Guy ouvrit un œil. Hervé se pencha. « C'est quoi? » demanda Hervé. Jean-Claude se releva lentement, le visage décomposé. Il avait une expression que l'on voit rarement, un mélange de honte, de soulagement et de stupidité pure. « Les gars, vous allez rire, et vous allez me détester. » Commença-t-il d'une petite voix. Mais j'avais pas branché l'amorce. Il y eut un autre silence, plus lourd cette fois. Le son du modem au loin semblait se moquer d'eux. « Ça ne pouvait pas péter, » conclut Jean-Claude. Hervé le fixa, son visage passant par toutes les nuances de la fureur contenue. Jean-Guy, lui, semblait sur le point de s'évanouir. L'adrénaline laissa place à une colère froide et infinie. Ils n'avaient pas frôlé la mort. Ils avaient été les acteurs d'une farce grotesque, une pièce de théâtre d'entreprise où la crise était entièrement fabriquée, une distraction bienvenue pour échapper à la monotonie de leur travail. L'apogée de la semaine n'était pas une explosion, mais la réalisation qu'ils avaient perdu 10 minutes de leur vie à cause d'un idiot qui avait oublié de brancher son jouet. Jean-Guy posa délicatement la bombe sur le comptoir. Il lissa sa cravate, rajusta sa veste et regarda Jean-Claude avec un calme terrifiant. « Convenant, dit-il d'une voix blanche, vous et moi. Mon bureau, ASAP. » Alors que Jean-Claude suivait son manager comme un condamné, Hervé s'approcha de l'engin. Il le renifla. Une vague odeur de chocolat bon marché lui chatouilla les narines. Il secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. C'était la métaphore parfaite de leur existence professionnelle. Beaucoup de bruit, une menace de catastrophe, et au final rien d'autre qu'une boîte vide qui sentait le cacao. Il se resservit un café.
Il allait être long,